Alors un mot d'introduction vraiment très rapide sur le numérique. Ça a été dit lors des tables rondes précédentes. Quand on parle de numérique, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et d'ailleurs, lorsqu'on pose la question aux Français de ce que devrait être, si ma petite fléchette marchait, ce serait super. Normalement, il y a quelque chose qui devrait fonctionner. Bon, je suis trahi par la technique. Ah si, ça y est, regardez. Le numérique, ce n'est pas l'atout prioritaire que voient les Français, sur lesquels le pays devrait s'appuyer en priorité. La priorité pour les Français, ce sont nos PME, la qualité du Made in France et la qualité de ce que certains appellent notre modèle social français, nos services publics aussi. Voilà les priorités sur lesquelles le pays doit s'appuyer. Et le numérique qui figure, vous voyez, en queue de peloton avec la culture, le luxe, le tourisme, quand il est mis en concurrence avec ces choses qui sont, elles, des finalités en soi. Et pourtant, les enquêtes que réalise BVA régulièrement sur l'innovation, les nouvelles technologies, nous le montrent. Il est aujourd'hui perçu en France et aussi en Europe, quand on réalise les sondages au niveau européen, comme un des secteurs qui est aujourd'hui les plus porteurs en termes de croissance et aussi d'emploi. Donc ça avait été dit, je crois, par Madame Duès tout à l'heure. Il s'agit d'un outil sur lequel les Français comptent énormément pour être le porteur de ce qui sont leurs vraies priorités, c'est-à-dire la possibilité de trouver de la croissance et de l'emploi. Voilà, je vous laisse maintenant débattre sur le numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, voilà. Oui, merci beaucoup. À l'origine de la plupart des grands bouleversements qui ont scandé l'histoire de l'humanité, on trouve plusieurs choses. Dans celui qui est en train de bouleverser notre humanité en cette orée du XXIe siècle, on en trouve également plusieurs. Donc il ne faut pas se focaliser sur le numérique. Je voudrais simplement mentionner quand même la mondialisation des échanges et la révolution technologique introduite par le porte-container tout simplement. Révolution qui est aussi loin d'être anodine. Il y a la montée en puissance des pays émergents qui est également liée à celle-ci, mais on sait bien qu'à l'origine de toute grande percée civilisationnelle, il y a une nouvelle technologie où il y a une révolution dans le domaine de l'énergie. J'aime bien le titre de ce qui a été donné à cette table ronde, c'est pas par moi. Le numérique catalyseur du changement, parce que vous savez qu'une catalyse, finalement, c'est jamais qu'un accélérateur d'un processus qui est déjà en cours, mais qui est surmultiplié par l'arrivée de cette catalyse. C'est un procédé chimique. Je vous présente tout de suite nos 4 invités dans l'ordre dans lequel ils vont présenter devant vous le fruit de leur réflexion, chacun dans leur domaine. En premier lieu, Valérie Bellassène, qui est la directrice du Change Management et du développement des compétences des réseaux à BNP Paribas. Donc, elle nous parlera de la façon dont le numérique a modifié non seulement les rapports d'une banque avec sa clientèle, mais surtout dans quelle mesure ce changement les changements ont été induits également dans le management du personnel en interne. C'est une expérience vécue. On aura ensuite le moment de la théorisation de ce qui nous aurait été dit et d'un élargissement à d'autres domaines, comme des domaines sociaux et politiques, par un chercheur réputé dans ce domaine qui est Reda Ben-Kiran, qui est sociologue, consultant international à Genève et chercheur en sciences sociales au centre Jacques Berck de Rabat. On retournera ensuite à une expertise issue de la pratique avec Thierry Tabois, qui est le directeur des enjeux sociaux et sociétaux à la direction du groupe Orange, qui est vice-président de Corporate Social Responsibility de Orange Group, donc qui a une vision internationale des activités de son groupe. Et ensuite, on parlera de quelque chose qui peut paraître marginal, mais qui monte à toute vitesse, c'est l'économie collaborative, avec un spécialiste de ce domaine, parce qu'il est également le cofondateur de 2 instituts de crowdfunding sur Internet, Kiss Kiss Bang Bang et Hello Merci, c'est Adrien Aumont. Donc je donne tout de suite la parole à Valérie Bellassène, qui nous parle de l'expérience vécue donc depuis la banque. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour nous, en tant que banque, l'expérience du numérique, elle a des impacts très forts. D'abord sur la manière dont on exerce notre métier de banquier et la relation avec notre client. Et puis, assez profondément également, dans la manière dont on manage nos équipes et donc dans la relation avec nos collaborateurs. Alors, dans les 2 cas, finalement, l'accélération de ces changements,
elle est induite par le fait que chacun a un accès individuel au numérique, au digital, et de ce fait, eh bien, ça intensifie la rapidité des changements d'usage. Et c'est là que ça se joue, au fond. Du coup, ça induit également des changements de comportement dans la consommation et également dans le rapport à autrui. Et dans les deux cas, pour nous, ce qui va se poser comme question, c'est de savoir comment la proximité garde du sens pour construire des relations de confiance. Et ces relations de confiance, elles sont fondamentales pour un banquier avec ses clients. Elles sont également fondamentales pour quelque employeur avec ses collaborateurs. Alors, concernant les changements dans le métier, finalement, la vraie rupture digitale, c'est maintenant qu'elle a lieu. On a eu beaucoup d'essais depuis le début des années 2000. On a essayé dans divers domaines. Nous-mêmes, en tant que banquiers, on avait commencé le digital avec ce qu'on avait appelé la banque directe. Et puis, on a vu que ça ne marchait pas bien. Et finalement, ça a commencé à marcher quand ce sont les clients et les collaborateurs qui ont apporté ce changement parce qu'ils le vivaient dans leur quotidien. Alors, on a des enjeux qui sont assez importants d'un point de vue de notre exercice de métier. C'est que d'un côté, on a la banque digitale, pure digitale, et de l'autre côté, eh bien, on a toujours notre réseau de proximité. Et notre défi, c'est finalement de créer ce continuum entre ces deux modèles qui ne s'opposent pas, mais qui s'interpénètrent et qui vont faire qu'à un moment, l'expérience du client va être mélangée entre un rapport humain et un rapport à distance grâce à des outils digitaux. Cette interpénétration des deux modèles, elle devient un levier d'amélioration de l'expérience et du service client. Et là, on touche à quelque chose d'extrêmement fondamental, c'est que dans une économie où on était très dirigé vers le produit, eh bien, progressivement, on bascule vers le service. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est un changement de repère, voire une rupture. Avec tout ça, il faut qu'on s'occupe de deux points fondamentaux. C'est de créer la cohérence dans le cross-canal, parce qu'un jour, on a un rapport avec son client dans une agence. Le lendemain, on a un rapport avec le client au travers d'un chat ou d'un mail ou d'une opération que le client fait lui-même tout seul. Et tout ça, ça doit s'organiser et c'est un changement extrêmement profond pour nous. Et puis, dernier point qu'on a déjà abordé dans d'autres tables rondes, c'est le big data. Donc, pour nous, un nouveau marketing qui s'appuie sur une analyse de données et de traces digitales, parce que chacun d'entre nous laisse des traces digitales au fur et à mesure de ses interventions sur le net. Et ça, c'est aussi un changement assez profond. Le deuxième impact, c'est celui qui se vit à l'interne avec le changement de management. Et ça, le digital a une action extrêmement structurante par le fait que notre accès à l'information a totalement changé. Avant, l'information, c'était le signe du pouvoir et c'était le signe du manager. C'était le manager qui avait l'accès à l'information et c'était lui qui dispensait cette information et qui créait donc un modèle managérial qui était un modèle de commandement et de contrôle. Aujourd'hui, cet accès à l'information, il est le même pour tous, ce qui fait que cet attribut du pouvoir n'existe plus. Dans ce contexte-là, on a également des évolutions dans la relation à l'apprentissage, puisque l'information est accessible à tout moment, la connaissance est accessible par tous, et donc on n'a plus besoin d'apprendre de la même manière. Parfois même, on n'a plus besoin d'apprendre, on va juste chercher l'information dont on a besoin quand on en a besoin. Et le collaborateur, de ce fait, a un regard plus critique et une expression plus systématique. D'ailleurs, on a même une évolution qui est maintenant extrêmement forte, c'est que entre savoir et opinion, il n'y a plus les mêmes contradictions que celles qu'on apprenait en philosophie il y a quelques années. Donc, tous les blogs, les communautés qui émettent des avis, s'élèvent au rang de savoir.
Alors, bon, ça pose d'autres questions qu'il faudra régler, de savoir effectivement comment on vérifie, comment on valide toutes ces nouvelles connaissances. Mais en tout cas, pour les managers, c'est quand même quelque chose de très différent à gérer parce que chacun vient avec des connaissances, des avis, des opinions et tout ça est mélangé dans un grand sac que nous devons gérer différemment. Un autre élément qui vient avec le numérique, c'est le jeu. C'est cet accès à la connaissance, à l'information par le jeu. Avant, le jeu, c'était pas quelque chose de sérieux et donc ce n'était pas du domaine de l'entreprise. Aujourd'hui, le jeu, c'est sérieux. C'est le serious game. C'est celui qui permet d'apprendre. C'est celui qui permet de recruter. C'est celui qui permet de faire énormément d'actions de transmission de connaissances et de savoir. Et donc, il faut aussi insérer cet élément-là dans notre environnement. Donc, ce modèle managérial que l'on doit réinventer, eh bien, il doit forcément être plus collaboratif, puisque avec toute cette information et tous ces accès, le leader, il est quand même extrêmement affaibli dans ses attributs anciens. Et il doit finalement être coopté, ce leader. Il doit être reconnu par ses collaborateurs. Finalement, avant, le leader était imposé. Aujourd'hui, le leader, il est suivi par tout un tas de personnes qui le reconnaissent et qui acceptent que ce soit lui qui les amène vers un nouveau projet qui a du sens. Donc en fait, le leader, il est dans un écosystème avec lui, bien évidemment, un groupe qui sont ses collaborateurs qui le suivent, mais un projet qui a du sens, un contexte et une sorte de quête. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises doivent absolument mettre au devant de tout projet managérial. C'est que sans quête et sans sens, les collaborateurs ne suivent pas. Et ça, c'est l'attribut, certes, des générations Y, mais aussi des générations un tout petit peu plus vieilles. Voilà ce que j'avais à dire. Eh bien, c'est pas mal. Juste un mot, parce que moi je suis tout à fait fasciné par ce que je viens d'entendre, en particulier par ce que vous dites, parce que la banque finalement c'est le domaine où la confiance est absolument indispensable et qu'effectivement le numérique pose des questions à ce niveau-là, et j'espère bien que ça sera un des actes de réflexion de Reda Menkiran, mais j'en suis sûr. J'ai aussi beaucoup apprécié ce que vous dites sur la différence, sur la zone de flou entre le savoir et l'opinion. En tant que journaliste, nous, on est aussi beaucoup exposés à ça. Sommes-nous dans la communication ou dans l'information? Nous nous posons chaque matin la question. Enfin, le jeu, c'est sérieux. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations à vous, Reda Benkiran, qui est sociologue spécialiste de ces questions? Bonjour. Je vais intervenir en mettant l'accent un peu sur l'aspect mondial de la mondialisation et de la rencontre avec la transformation numérique. Le changement d'air est un changement d'ordre civilisationnel. Donc je vais essayer de parler au niveau global, mais en ramenant aussi sur des points locaux également. Depuis quelque temps que j'interviens régulièrement, je commence toujours par décliner affirmer ma profession de foi philosophique. C'est dire un peu comment je vois les choses. Je crois en l'avenir et je crois en l'homme. C'est-à-dire que c'est un point de vue qui n'est pas forcément partagé pour tous, parce que on dit aussi que le numérique, beaucoup ont avancé l'idée que l'avenir pourrait se faire sans l'homme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir quelle est la place de l'homme et de l'humanité dans cette transformation, et où la technologie joue un rôle fondamental, même au niveau d'anthropologie fondamentale. Nous sommes à la fin d'un cycle, et que je dirais, nous sommes à la fin d'une certaine ère de domination d'une hégémonie culturelle, politique, scientifique, et qui a duré plusieurs siècles. Et je crois que nous sommes maintenant dans le début d'une nouvelle ère que j'appellerais post-occidentale. Je dirais que l'Occident est en train de mourir. Non, il ne faut pas s'affoler. La biologie nous enseigne que la vie n'est que mort successive et renaissance.
Et cette mort, elle survient à force c'est une mort monotonique, c'est-à-dire que l'Occident a occupé chaque centimètre carré de la surface de cette terre. Donc il y a avec cette mondialisation, il y a une formidable standardisation qui est en train d'opérer, mais aussi, on assiste aussi, en effet, le retour de peuples du Sud dont il se pourrait bien qu'ils constituent l'avenir de l'humanité. Donc on a à la fois dans ce village global, un effet de standardisation accéléré par la communication ubiquitaire, la circulation de l'information à la vitesse de la lumière, et un phénomène de diversification. Et c'est ça aussi l'enjeu. Donc moi je dirais que la prochaine ère, la prochaine civilisation, elle sera mondiale ou elle ne sera pas. Parce que nous sommes aussi contraints à des limites d'ordre spatio-temporel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, les ressources non renouvelables, les matières premières les plus vitales que l'humanité, dont jouit l'humanité, c'est l'espace et le temps. Nous risquons de manquer d'espace et de temps, et nous sommes en train de saturer l'espace. Donc la civilisation, c'est aussi une manière de remplir l'espace, une manière de créer des motifs dans l'espace, de paver l'espace. Une des grandes questions de complexité en mathématiques, je crois, c'est comment, à partir de certains motifs de base, paver le plan. Donc c'est un problème de mathématiques ardu. Et c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Alors évidemment, le numérique joue un rôle extrêmement important depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Et moi, je m'intéresse à la dimension sociale et politique. Et donc, on a pu voir en 2011 ce que j'appelle l'année-lumière des Arabes, de ces peuples de la rive sud de la Méditerranée que l'on considérait évidemment vraiment soumis à une sorte de fatalité orientale, le sous-développement, la tyrannie, etc., et qui nous ont donné une formidable leçon de modernité en mettant en scène des jeunes qui ont été à l'avant-garde d'un mouvement d'insurrection contre des tyrannies politiques, et qui sont des jeunes qui sont, je pense, pas très différents de la jeunesse d'Europe et d'Amérique du Nord, c'est-à-dire des gens très bien formés, qui maîtrisent plusieurs langues, qui n'ont pas besoin d'être représentés, qui sont des experts de ces nouvelles technologies, qui sont souvent des digital natives, des natifs numériques. Cette génération, disons, pour aller vite, de 15 à 24 ans, constitue, en tout cas pour la rive sud de la Méditerranée, la classe d'âge qui a le niveau d'éducation le plus haut jamais atteint dans l'histoire de ces sociétés. Et c'est des gens aussi, c'est une jeunesse qui n'a pas de perspective et qui est soumise à toutes sortes d'impasses. Et bon, il y a aussi des phénomènes comparables avec la jeunesse. On a évoqué le fait qu'il y a une jeunesse planétaire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui parle très fort, c'est que voilà, la jeunesse n'a pas des lendemains radieux devant elle, et c'est elle qui est en train de faire une sorte de mobilisation sociale à travers l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Et donc, nous avons vu à travers le phénomène du printemps arabe, mais nous avons aussi vu ce même phénomène à travers le mouvement des Indignés en Espagne, on a vu ça aussi en Israël, on a vu ça, le mouvement érable au Canada, on a vu ça un peu partout, et ça se poursuit actuellement en Turquie. Ce mouvement qui semble difficile à définir en termes de motifs, de patterns, parce qu'il échappe aux formules traditionnelles des insurrections. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'idéologie. Et c'est un regroupement qui transcende, disons, les cultures, les classes d'âge. Le rôle des femmes est assez important. Autour de quelques mots d'ordre, liberté, dignité, justice, et puis dégage, le fameux mot français qui est sorti un peu partout, dégage, et qui signifie vraiment une sorte de ras-le-bol. Et j'ai l'impression que ces mots d'ordre ont une portée universelle, et je pense que ça touche beaucoup, beaucoup les jeunes. Alors, ce qui est effectivement, on est un petit peu dans une première phase, les technologies de l'information ont été des outils que je dirais, c'est pas essentiel, parce qu'il y a eu beaucoup d'exagération autour du phénomène d'Al Jazeera ou du phénomène Facebook. Moi, je dirais que ça a été que ces nouvelles technologies jouent un rôle de catalyseur, dans le sens qu'ils accélèrent une réaction sociale, qu'ils synchronisent les consciences des individus,
et qu'ils mettent en réseau différentes phases et différentes intensités de révolte. Parce que d'un pays à l'autre, vous avez des sociétés extrêmement différentes en termes de niveau de vie, d'évolution de croissance économique, etc. Et donc c'est un phénomène catalytique. Et donc pendant la première année 2011, ça a joué un rôle de vraiment libérateur, émancipateur, qui a été très important. Et c'est ça aussi le point un peu délicat des nouvelles technologies, c'est que moi aussi je suis le premier à m'enthousiasmer. Je mets la main à la pâte, j'essaye de travailler sur les systèmes d'information depuis une quinzaine d'années, j'essaye d'aller au niveau du détail, au niveau du code, etc. Donc je suis constructiviste. Mais on voit aussi que dans le numérique, il y a un certain nombre de dangers qui sont aussi... et je crois qu'il ne faut pas, dans l'humanisme qui vient, il ne faut pas non plus nous leurrer sur ce qu'on peut attendre de la technologie. Elle nous donnera ce que l'on voudra bien en faire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée du pharmacon. Hein. C'est à la fois le remède qui soigne et c'est le poison qui tue. Et donc dans la première année des révolutions sociales arabes, on a vu ce phénomène libérateur, on a vu ce phénomène aussi dans les capitales européennes. Et puis par la suite, on a vu que dans l'année suivante, ça a été plutôt l'aspect répression. Et étrangement, on voit que les mêmes outils, les réseaux sociaux, les mêmes outils qui ont servi à la mobilisation, à allumer la flamme révolutionnaire, sont ceux qui sont utilisés par les pouvoirs en place pour réprimer, pour contrôler. Et bon, je ne vais pas sans m'étaler trop en détail, mais par exemple, il y a les Libyens qui ont porté plainte dans un tribunal parisien et ils ont attaqué une société française d'informatique qui vend du logiciel de sécurité, qui fait de la surveillance et de la répression numérique. C'est des systèmes logiciels qui coûtent 2-3 millions d'euros la solution et qui sont vendus dans des pays comme le Gabon, le Maroc, le Qatar et d'autres. Il y a tout un marché de l'armement numérique aussi. Un article du Washington Post estimait ce secteur croissant à une dizaine de milliards de dollars. Donc ça peut aussi inhiber la réaction sociale. Donc je dirais pour conclure que voilà, il faut être prudent avec ces nouvelles technologies. On est constructiviste, mais de la même manière, vous avez aussi les questions de cybersécurité. Maintenant, vous avez l'armement. Vous savez, on parle des drones, de la guerre sans combattants. Donc ça pose des questions parce que là, il y a aussi une forme de déshumanisation que l'on voit même à travers des réalités comme la guerre. Voilà. Merci. Et si on a le temps, j'aimerais bien qu'on aille plus loin dans cette discussion pour voir comment la mobilisation des révolutionnaires et des dissidents par les réseaux sociaux, un an après, finit par la mobilisation bien réelle des réseaux des frères musulmans ou des Narda dans la société profonde qui, eux, n'ont pas besoin d'Internet et du numérique pour reprendre le pouvoir et gagner les élections. Mais ça nous amènerait trop loin, on pourrait reparler de ça juste après. Donc maintenant, je vais donner la parole à Thierry Tabois, qui, donc, je vous le disais, est un des patrons d'Orange Group, en fait, et qui s'intéresse, qui est un responsable qui est responsable des enjeux sociaux à Orange Group. Alors, comme vous avez eu un suicide ce matin, je ne sais pas. Merci. Non, je ne vais pas aborder cette question-là, mais par contre, je vais poursuivre la discussion engagée par Reda par une petite illustration personnelle. La semaine dernière, j'étais à Londres avec ma petite famille et puis on se promenait. Et tout d'un coup, on a découvert une petite place. Et au milieu de la petite place, il y avait une petite fontaine. Et cette fontaine avec une jolie statue. Et ma fille de 12 ans, très fatiguée, après 30 minutes de marche en plein Londres, s'est mise sur la statue en disant on s'arrête, on fait une pause. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout de suite sorti mon appareil smartphone en disant je vais prendre le moment. Puis je me suis dit non, vivons le moment. J'ai rangé l'appareil. Et puis quelqu'un s'est installé à côté de moi, a commencé à déballer tout un sac. Appareil photo professionnel. Je l'ai regardé et je me suis dit, mais peut-être que je peux oser l'interpeller. Je ne connaissais pas du tout. Hein. Avec mon anglais très performant, je lui ai dit, mais vous voyez, là, c'est ma fille, vous pourriez prendre une photo ? Il a grommelé parce qu'il avait visiblement d'autres choses à faire. Et puis, vite fait, j'ai marqué mon email personnel sur un petit bout de papier. On a continué la balade. Et on était en train de rentrer à l'hôtel quand j'ai reçu un email
et j'avais une photo magnifique qui m'était arrivée. Ça, il y a 10 ans, c'était juste inenvisageable. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai engagé une conversation avec quelqu'un qui était un inconnu, que cette personne aujourd'hui fait partie de mon réseau, que l'on continue quelque part notre conversation, parce que tout ce qu'il poste sur son mur, je le vois, donc je peux continuer à discuter, même indirectement avec lui. Et que pour moi, la vraie grosse catalyse, et tu en parlais, c'est cet effet de conversation généralisée. Alors bien sûr, le soir même, ma grande fille est venue me dire que sur le Facebook de ma petite qui a 12 ans, d'ailleurs ça devrait être 13, elle était un peu harcelée par des enfants et que ça laissait des traces et qu'on avait des problèmes. Ça montre bien que aujourd'hui, en fait, tout a changé. C'est pas demain, c'est déjà tout a changé. Notre rapport à nous, notre rapport au travail, notre rapport à nos communautés, notre façon d'être, de vivre ensemble ont changé. Comme disait Joël dernièrement dans une discussion qu'on avait tous les deux dans le cadre d'Educavox, on ne peut même pas, nous, regarder nos enfants et essayer de leur apprendre des choses en nous basant sur ce que nos parents nous ont appris. Typiquement, si vous dites à table à votre enfant et que vous éteignez l'ordinateur alors qu'il est chef de guilde sur World of Warcraft, vous l'humiliez devant 500 personnes. Donc on a nous à apprendre, nous parents, on a nous à écouter cette génération-là aussi. On a tendance à peu le faire. On a tendance à avoir une vision très descendante, traditionnelle, pyramidale, comme tu le dis, de la vision de la société. Les choses ont déjà changé. Et comme tout élément changeant très fort, il y a un besoin d'acculturation. Donc nous, chez Orange, on est un intermédiaire d'accès entre les gens et ce monde numérique, avec tous ces beaux parcours, ces fameuses sérendipités, ces hasards heureux, mais aussi malheureux. Donc on s'est dit avec des partenaires, et ils sont multiples, en particulier Psychologie Magazine et la Fondation Internet Nouvelle Génération, qu'il était très important de commencer à essayer, dans la lignée de ce qu'a pu être le groupe des 10 et de Transversal Sciences Culture, de reprendre un peu pour Laborie. On a peu parlé d'Henri Laborie aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a été important dans ce groupe, de retrouver des visions croisées pour essayer d'expliquer le plus possible aux gens qu'est-ce qui se passe. Ne plus regarder seulement l'arbre, mais vraiment regarder la forêt. Donc on a lancé une opération qui s'appelle le Digital Society Forum. Nous sommes que l'initiateur. Et nous essayons de réunir régulièrement et de donner à voir, pour continuer ces fameuses conversations, tout ce qui peut changer. Alors on a commencé par la notion de lien faible, c'est un peu mon exemple d'aujourd'hui. On va bien sûr aborder les questions du travail, du data mining, des questions de lien entre conversations réelles et relations virtuelles, etc., etc. Mais je voudrais juste finir l'intervention, puis après je prendrai un autre cas qui aussi rejoint ce que tu dis. C'est que pour moi, une conversation, j'aime bien le terme, parce qu'une conversation amène à l'échange d'égal à égal. Il faut qu'on arrête de penser qu'il y a d'un côté des sachants et de l'autre côté des profanes. Nous sommes tous sachants quelque part. Nous avons tous droit à parole. Et on a quand même tendance à avoir toujours des visions descendantes, d'ailleurs souvent très segmentées. Les psychologues, les sociologues, les sciences dures, les politiques, etc. Non, on doit essayer de réussir cette catalyse, cette nouvelle catalyse, qui est dans la continuité vraiment de ce qu'était l'idée du groupe des 10, de la pluridisciplinarité. Je voudrais finir mon intervention sur un deuxième point, qui est que ces technologies sont un apport essentiel pour aider à faire. Aujourd'hui, c'est devenu un Lego, cette technologie. On peut prendre des bouts de briques technologiques, des bouts de données, Big Data, on en parlait tout à l'heure, pour aider certains à créer des services. On est très présents, nous, en zone AMEA. On a vécu la Tunisie, l'Égypte, etc. On a vu toute l'importance que pouvaient revêtir et tout le besoin qu'avaient ces jeunes diplômés de créer leur propre entreprise. Donc on essaye de développer des plateformes, des incubateurs, un peu de funding, pour aider justement à cette dynamique se prendre. Parce que dans ces territoires, je pense que vraiment, toute cette partie de TPE, PME, entre l'artisan et les grands groupes, c'est quelque chose d'essentiel pour structurer la société. Voilà, je vous remercie. Oui,
Alors ça me donne une transition toute trouvée. On dirait que vous êtes pro effectivement des incubateurs à jeunes pousses que vous favorisez chez Orange. On ira voir Digital Society Forum, c'est promis. La conversation, c'est essentiel. Ça m'amène évidemment à présenter Adrien Aumont, qui donc a créé 2 startups de crowdfunding. Je disais KissKissBankBank. Tout le monde sait ce que c'est que le crowdfunding. Je n'ai pas besoin d'expliquer. De toute façon, il va l'expliquer lui-même. Et puis donc cette nouvelle société que vous avez créée qui s'appelle Hello Merci. Donc là, on est dans le domaine de ce qu'on appelle l'économie collaborative. C'est nouveau, ça vient de sortir. Expliquez-nous, Adrien Aumont. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors en effet, c'est KissKissBankBank. Hello Merci, c'était parfait. Et j'ai moi-même beaucoup de mal à le dire avec mon anglais pathétique. C'est quand même difficile de ne pas réussir à dire le nom de sa propre entreprise, mais c'est comme ça, je retournerai à l'école un peu plus tard. Le crowdfunding, c'est en français la finance participative qui nous permet aux uns et aux autres de financer nos projets créatifs et innovants. Et bien plus encore par la suite. Alors, KissKissBankBank, c'est un modèle qui justement s'adresse à des projets créatifs et innovants sur un modèle qui est assez simple, ce qu'on appelle le modèle des contreparties ou le modèle du don contre don, où les Américains appellent ça le rewards-based. Et la règle est simple, vous financez un projet et en échange de votre financement, vous récupérez une contrepartie qui va créer un lien émotionnel avec le projet et par l'absence de dividendes, un lien social avec le créateur de ce projet. Et donc, ce qui est très amusant, en fait, c'est que quand on a monté cette plateforme, j'expliquais ça à nos amis et à mes amis, et mes amis me disaient « c'est vachement bien ton truc, donc j'ai des contreparties et donc j'ai des dividendes ». Non, tu as des contreparties et tu n'as pas de dividendes. Le dividende, il est émotionnel, le dividende, il est social. D'accord, c'est génial. Et donc, il y a un moment, donc j'ai des dividendes. Non, tu n'auras pas de dividendes. Et ça, c'est un truc que les cerveaux humains a mis désormais 3 ans à intégrer, puisque on a commencé tout petit. Pour vous donner des volumes, et puis je vous donnerai des volumes américains par la suite, parce qu'ils sont encore plus impressionnants. Mais en toute modestie, on est passé dans notre première année d'exploitation à on collectait 100 000 euros pour la création et l'innovation. Puis la deuxième année, on a collecté 600 000 euros pour la création et l'innovation. Puis la troisième année, on a collecté 2 400 000. Et puis cette année, les 2 400 000, ça s'est fait juste sur le premier trimestre. Et on va normalement collecter à peu près 8 millions d'euros cette année. Et on sera sur des volumes le mois prochain d'1 million d'euros par mois pour la création et l'innovation. Je vous donne ces chiffres parce que c'est très chiant les chiffres. Mais en même temps, ce qui est très amusant là-dedans, et c'est une fierté quand je me réveille le matin, c'est de me dire cet argent a été mis sur tous ces projets créatifs et innovants sans de promesses de dividendes. Et d'une certaine manière, on est capable de faire dire autre chose à l'argent. Et surtout, on est capable de faire comprendre qu'il y a d'autres dividendes dans la vie que des dividendes économiques. Et c'est à peu près la même logique avec Hello Merci, puisqu'Hello Merci vous permet d'emprunter de l'argent à taux zéro auprès de votre communauté. Mais heureusement que c'est à taux zéro. Moi, j'ai aucune envie de demander à ma petite amie pour financer sa thèse, ou à mon petit cousin pour son permis de conduire, ou à ma mère qui a vraiment besoin de partir en vacances, de lui demander des taux d'intérêt. Si je lui prête de l'argent, je lui prête, et mon dividende, c'est la réalisation de son projet. Donc je sauve de l'argent et puis je sauve des projets. C'est pour ma part, qui suis qu'un tout petit épargnant, beaucoup plus intéressant que les 2 000 euros que j'ai mis sur une épargne et qui sont immobilisés depuis 2 ans et qui m'ont rapporté 50 euros, à peu près. Je ne dis pas que ces taux d'intérêt n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais en tout cas, pour moi, ces 2 000 euros, la prochaine fois, ils seront sur Hello Merci. Une fois que je vous ai présenté notre activité, cette activité se situe dans la petite famille qui est en train de devenir grande de l'économie collaborative. Et comme vous avez pu le constater, les choses changent, le monde bouge et aujourd'hui, en parlant de mouvement, on peut parler de mobilité partagée. Donc on nous a vendu à une époque une bagnole par famille, et puis après on nous en a vendu 2, et puis après on nous en a vendu 3, et puis aux États-Unis on en a même vendu 4 par foyer.
Et eh bien, ils se sont arrêtés à 4. Ils n'ont pas réussi à nous en vendre 5. Et ce qui est amusant, c'est que les gens ont décidé de finalement partager leur véhicule pour aller travailler, partager leur véhicule pour partir en vacances. Et quand on partage son véhicule, eh bien, on fait une économie, on permet à quelqu'un de partir en vacances ou partir travailler ou je ne sais quoi pour un petit peu moins cher qu'en passant par la SNCF ou par son propre véhicule. Mais surtout, on crée du lien social. Moi, quand je fais du covoiturage, je rencontre des gens qui potentiellement partagent les mêmes intérêts que moi. Au même titre, quand je fais du couchsurfing, je vais vous raconter une anecdote qui pour moi était plutôt sympathique. J'ai fait du couchsurfing, j'ai accueilli chez moi quelqu'un et il s'est trouvé que c'était le bassiste de mon groupe préféré de rock au monde. Donc c'est un petit peu, si je reprends des groupes d'une autre génération, comme si j'avais accueilli chez moi sur mon canapé Bill Wyman, le bassiste des Rolling Stones. Bon. Et ben écoutez, ça a eu une valeur beaucoup plus forte que si justement Chris m'avait filé 50 balles pour louer mon canapé, ou même si bon voilà. Donc là j'ai créé une relation qui dure toujours. Dès qu'il est à Paris, il a son canapé à la maison et moi j'ai ma place pour l'Olympia. Donc tout ça c'est absolument génial. Ensuite, si je continue dans ces exemples-là, désormais, moi, je passe par la ruche qui dit oui pour acheter de la viande, des légumes, même du pinard. Et tout ça, je l'achète auprès de producteurs qui sont à 200 km à la ronde. Et il se trouve que désormais, je les connais, ces producteurs. C'est pas simplement que c'est une agriculture raisonnée avec une traçabilité. Plus qu'une traçabilité, j'ai même créé une relation avec eux. Donc, je connais Thomas, je connais, je me souviens pas des prénoms de tous, mais en tout cas, Thomas, qui est un producteur de Picardie, et c'est quelqu'un à qui j'achète mes légumes à la ruche qui dit oui, je conseille KGMAP à Paris, qui est la plus grosse ruche parisienne. Et donc, du coup, encore une fois, je consomme, mais je consomme juste, puisque le producteur est price maker de ce qu'il me vend. Je consomme en payant moins cher, je consomme des produits de très bonne qualité, meilleurs très souvent que celles que des produits que je pourrais retrouver ailleurs. Et en plus, je suis devenu pote avec le mec qui me permet de bouffer. Bon, donc vous l'aurez compris, cette économie est génératrice de lien social et c'est un des points clés de cette nouveauté. Mais cette économie collaborative n'est d'une certaine manière qu'une prolongation dans la vie de tous les jours de ce qui a pu se produire au préalable sur le web, grâce au numérique, avant que ce numérique ait une réelle prolongation dans notre quotidien, puisque c'est la suite du peer-to-peer. Je veux dire, on est passé de l'appartenance d'un MP3 à l'usage d'une URL par le streaming. C'est à peu près exactement la même chose qui va se produire dans tous les secteurs de notre société. Et donc, d'une certaine manière, c'est potentiellement une révolution. Ça va modifier énormément d'équilibre. Certains acteurs vont être en difficulté. D'autres acteurs, d'autres organisateurs de ce système D vont émerger et prendre de l'importance. Et on est en train d'assister, d'une certaine manière, à une société pyramidale qui tombe et en tombant se répartit et crée une organisation horizontalisée. Et donc, d'un lien interinstitutionnel, on passe à un lien interpersonnel, interconnecté, où on peut se débrouiller tous les uns les autres. Donc on reprend de l'autonomie d'une certaine manière, et cette autonomie, avec ces nouvelles règles du jeu, amène des valeurs qui étaient pas forcément présentes dans nos règles du jeu précédentes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez amusant. J'étais hier ou avant-hier à la Commission européenne, puisqu'on discute beaucoup du cadre législatif de cette économie collaborative. Et donc, on essaye de réguler le crowdfunding, on essaie de comprendre quel cadre lui apporter. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens banquiers dans ces secteurs-là. Et ils essayaient tous d'imaginer le cadre du crowdfunding en s'inspirant du cadre de la finance. Et il y a un type assez génial, qui est un des fondateurs de Finance Watch, qui a pris la parole et qui a dit « Vous ne voulez pas qu'on fasse le truc dans l'autre sens ? Qu'on essaye de partir des valeurs du crowdfunding, de son organisation, des garde-fous qui sont intégrés au sein même de nos modèles économiques pour réinventer potentiellement la finance plus élargie. »
Alors là, ça m'a vraiment, il m'a tapé dans l'œil le mec, quoi. C'est vraiment, j'ai complètement en phase avec cette vision-là. Et ça, c'est un rôle qu'on va devoir jouer, nous, dans ces prochains mois, dans ces prochaines années, c'est d'être assez positif dans nos propositions, puis que ça puisse en inspirer le plus grand nombre. Alors, je vais juste terminer très rapidement, puisque je pense que j'ai couvert un petit peu finalement tout ce que le numérique est en train d'apporter à nos vies de tous les jours et à quel point finalement c'est un système qui nous permet de nous organiser. Et nous sommes, nous, plateformes comme les nôtres, finalement les organisateurs, les facilitateurs de ces nouveaux systèmes. Mais je voudrais juste rebondir sur l'étude qu'on a vue tout à l'heure sur la place du numérique au sein des préoccupations des Français et potentiellement des challenges à remplir. Et moi, ça me fait, j'ai deux remarques par rapport à ça. On voit le numérique en dernier. Moi, je préférais qu'on l'enlève en fait, parce que le numérique, il est transversal. Le numérique, il s'adresse aux PME, le numérique, il s'adresse aux grandes entreprises, le numérique, je me souviens plus des items exactement, mais il s'adresse à toutes les items qu'on a vus dans cette étude. C'est presque comme s'il n'y avait pas forcément besoin d'un ministère du numérique, mais d'une mission interministérielle où on retrouverait du numérique à travers chaque ministère pour permettre de faire évoluer chaque problématique de notre société en intégrant cette donnée et en intégrant ce catalyseur, cette organisation. Et puis pour finir juste sur une blague, en fait moi quand je vois tous ces sujets, je me dis que les politiques travaillent vachement bien avec la presse, et donc la presse travaille vachement bien avec l'opinion publique, parce que là moi j'ai l'impression de revoir exactement tous les thèmes des politiques depuis les 6 derniers mois. Alors ils communiquent bien, est-ce que ensuite c'est le bon ordre? Ça, c'est pas mon métier, je suis pas capable d'y répondre, mais je ne me reconnais pas totalement dans ces objectifs de société. Brice, on va devoir conclure. Bon. Hein, je te laisse une minute. Bon, alors, on nous a volé 5 minutes au départ, mais tant pis, il n'y aura pas de questions, puisqu'on me dit que nous, les 5 minutes volées par le plateau précédent nous seront prélevées sur le nôtre. Que c'est vilain. Allez, on coupe la poire en deux. Merci. Je redis juste le nom de nos 4 invités. Je les remercie d'être venus. Valérie Bellassène en premier, qui a pris la parole en premier, Reda Benkiran en second, Thierry Tabois en troisième et Adrien Aumont. Merci à tous les 4.